Maroc est souvent décrit comme une carte postale. Des couleurs éclatantes, des portes anciennes, un désert infini. Mais cette image est incomplète, car derrière la beauté, il existe une autre réalité. Un pays qui ne se contente pas d'être admiré, un pays qui lutte pour tenir debout. Ici, la lumière est sublime, mais elle éclaire des vies vécues sur un fil. La chaleur du soleil n'est pas seulement une promesse d'évasion, elle est aussi une épreuve quotidienne. Le vent qui caresse les dunes porte des histoires de fatigue, d'endurance, de silence. Au Maroc, rien n'est figé, tout respire, tout résiste. Dans les ruelles étroites d'une médina, les pas s'entrecroisent avant l'aube. Des mains s'activent déjà rugueuses, précises. Le marteau frappe le cuivre. La peau est plongée dans la teinture. Le feu crépite sous le pain qui lève lentement. Ce ne sont pas des scènes pour touristes. Ce sont des gestes de survie répétés depuis des siècles. Dans le désert, le silence n'est pas vide. Il est lourd, absolu. Chaque goutte d'eau compte. Chaque pas se négocie avec la terre. Le sable ne pardonne pas l'erreur et le ciel ne promet rien. Dans les montagnes de l'Atlas, les villages s'accrochent à la roche comme s'ils en faisaient partie. Les maisons ne sont pas construites sur la montagne, elles en émergent. La vie y est simple, mais jamais facile. On y apprend très tôt que la nature n'est ni ennemie ni alliée. Elle impose ses règles, toujours. Sur la côte atlantique, la mer nourrit et reprend. À l'aube, les pêcheurs poussent leurs barques dans une eau froide imprévisible. Leur visage porte les traces du sel du vent des années. Chaque retour au port est une victoire discrète. Et dans les grandes villes, là où le béton monte et où les écrans brillent, une autre lutte se joue. Comment avancer sans se perdre? Comment prier à l'aube et rêver d'avenir à midi? Comment rester soi-même quand le monde vous pousse à choisir? Le Maroc n'est pas un décor. C'est une tension permanente entre passé et future tradition et nécessité, beauté et fragilité. Ce pays n'existe pas seulement dans ses paysages. Il existe dans le souffle court du travailleur, dans la patience du berger, dans la détermination de l'artisan, dans le regard de ceux qui restent quand d'autres partent. Ici, la survie n'est pas dramatique. Elle est quotidienne, silencieuse, digne. Et peut-être est-ce là le plus grand paradoxe du Maroc, un pays qui fascine le monde par son esthétique, mais qui tient debout grâce à des femmes et des hommes que l'on regarde trop rarement. Pour comprendre le Maroc, il ne suffit pas de le voir. Il faut écouter ceux qui y vivent, marcher à leur rythme, accepter l'inconfort, regarder au-delà du beau. Ce voyage n'est pas une invitation à consommer un pays, c'est une immersion dans ce qui le maintient en vie. À partir de maintenant, nous ne voyagerons plus comme des visiteurs. Nous avancerons aux côtés de ceux qui vivent ici. Et c'est là que commence réellement l'histoire. Pour beaucoup, le Maroc est une promesse, une destination, une évasion. Mais pour ceux qui y vivent, le Maroc est avant tout une négociation permanente avec la réalité. Ce pays se tient à la jonction de forces contradictoires, entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Atlantique et le Sahara, entre des siècles d'histoire et une modernité qui avance vite, parfois trop vite. Rien ici n'est neutre. Chaque paysage impose une condition de vie. Chaque choix géographique façonne une manière de survivre. Le désert avance, lentement mais sûrement. La désertification grignote les terres cultivables, pousse les communautés vers les villes, fragilise les équilibres anciens. Dans le sud et l'est du pays, l'eau n'est pas une ressource abstraite, c'est une obsession quotidienne. Creuser plus profond, partager davantage, renoncer parfois. Dans les montagnes, l'isolement protège autant qu'il enferme. Les routes sont rares, les hivers rudes, les récoltes incertaines. Mais ces hauteurs ont aussi permis à des cultures entières de résister à l'effacement. La langue amazigue, les rituels, les savoirs transmis s'enlivrent uniquement par le geste et la mémoire. Sur les côtes, l'océan offre une richesse instable. La pêche nourrit des villes entières, mais elle dépend de saisons capricieuses, de stocks fragiles, de marchés imprévisibles. Un mauvais jour en mer peut tout remettre en question. Un bon jour ne garantit rien pour demain. Et puis, il y a les villes, celles qui attirent, celles qui promettent du travail, des opportunités, une sortie de la précarité. Le Maroc est l'un des pays les plus urbanisés d'Afrique du Nord. Des millions de personnes ont quitté les campagnes au cours des dernières décennies, espérant une vie meilleure. Mais la ville ne sauve pas toujours. Elle transforme les luttes sans les faire disparaître. Dans les médinas anciennes, les métiers traditionnels survivent difficilement. Ils sont admirés, photographiés, consommés, mais rarement protégés. L'artisan doit produire plus vite, moins cher pour des clients de passage. La transmission devient fragile.
Quand un fils choisit un autre avenir, un savoir peut s'éteindre. Dans les quartiers modernes, une nouvelle génération émerge. Connectée, ambitieuse, lucide. Elle parle plusieurs langues, navigue entre tradition et innovation, entre foi et pragmatisme. Mais elle porte aussi un poids, celui de ne pas trahir ce qui l'a construite. Le Maroc est stable, relativement. Mais cette stabilité repose sur un équilibre délicat, un équilibre entre ouverture au monde et protection de l'identité, entre développement économique et cohésion sociale, entre tourisme vital et préservation des communautés locales, car le tourisme moteur essentiel du pays est lui-même une contradiction. Il crée des emplois, génère des revenus, connecte le Maroc au reste du monde. Mais il redéfinit aussi les espaces, les priorités, parfois même les valeurs. Quand une place devient un spectacle permanent, que reste-t-il de la vie quotidienne? Quand un village dépend entièrement des visiteurs, que se passe-t-il quand ils ne viennent plus? Ces questions ne sont pas théoriques. Elles sont vécues, ressenties, redoutées. Le Maroc n'est donc pas seulement un pays riche en paysages. C'est un territoire façonné par la résilience humaine. Ici, survivre ne signifie pas seulement manger ou se loger. Cela signifie préserver une dignité, un rythme. Un lien avec la terre, la mer ou la mémoire. Ce contexte est essentiel pour comprendre ce que nous allons voir, car chaque lieu que nous traverserons n'est pas un décor isolé. Il est le résultat d'un combat discret entre adaptation et perte. Et pour saisir ce combat, il faut franchir un seuil, quitter le regard extérieur, accepter de ne plus être au centre. C'est à cet instant précis que le voyage change de nature, car à partir d'ici, nous n'allons plus observer le Maroc. Nous allons y entrer. Il y a toujours un moment où le voyage bascule. Pas quand l'avion atterrit, pas quand l'hôtel s'ouvre, mais quand quelque chose de presque imperceptible vous oblige à changer de posture. Au Maroc, ce moment arrive vite. Il surgit dans une ruelle trop étroite pour deux personnes, dans un regard qui ne cherche ni à séduire, ni à expliquer, dans un silence qui vous rappelle que vous êtes entré dans un monde qui n'a pas été construit pour vous. La Médina ne vous accueille pas. Elle vous absorbe. Les murs se rapprochent, les sons se superposent. Un appel à la prière flotte au-dessus des voix des pas du métal frappé. Les odeurs changent à chaque tournant, cuir, épices, fumée, bois chaud. Ici, il n'y a pas de trajectoire claire, pas de plan, pas de promesse de confort. Vous avancez parce que les autres avancent. Vous ralentissez parce que quelqu'un porte trop lourd. Vous vous arrêtez parce que la vie tout simplement passe avant vous. C'est là que le Maroc commence à se révéler. Pas comme une destination, mais comme un rythme imposé. Dans un atelier sombre, un artisan lève à peine les yeux. Son geste est sûr, répété 1000 fois. Il ne performe pas son métier. Il le pratique pour vivre. Dans une cour intérieure, une femme verse le thé lentement avec précision. Le liquide mousse retombe, recommence. 3 verres. Toujours 3. Ici même, l'hospitalité obéit à une règle ancienne. Plus loin, un enfant traverse la foule en portant quelque chose de trop grand pour lui. Personne ne s'arrête, personne ne s'étonne. La responsabilité arrive tôt dans ce pays. C'est à ce moment précis que le regard du visiteur devient insuffisant, parce que le Maroc ne se donne pas à celui qui observe. Il se révèle à celui qui accepte de ne pas comprendre tout de suite. Quitter la Médina, c'est déjà un passage, mais le seuil véritable est ailleurs. Il se trouve sur une route qui s'efface progressivement. L'asphalte se fissure. Les panneaux disparaissent. Le paysage s'ouvre brutalement. Le bruit de la ville s'éteint. Le vent prend sa place. La première vision du désert n'est pas spectaculaire. Elle est déroutante. Rien ne bouge, rien ne s'impose, tout semble attendre. Puis lentement, vous comprenez, c'est vous qui êtes en trop. Dans le Sahara, l'humain n'est pas au centre. Il est toléré. Chaque pas est une négociation avec l'énergie qu'il vous reste. Chaque souffle rappelle que la survie ici n'est pas un concept romantique. C'est une compétence. La nuit tombe vite. Le froid surprend. Le silence devient presque physique. Autour d'un feu, les visages apparaissent et disparaissent dans la lumière vacillante. Les histoires circulent sans emphase. Pas de plainte, pas de glorification. Juste des faits, des saisons dures, des départs nécessaires, des choix impossibles. C'est là, au milieu de nulle part, que le seuil est définitivement franchi, parce que vous réalisez que ce pays ne vous doit rien, qu'il n'est pas là pour être compris, encore moins consommé. Le Maroc vous demande autre chose de l'humilité. De reconnaître que derrière chaque paysage se cache une vie contrainte. Que derrière chaque beauté existe un effort invisible.
À partir de cet instant, le voyage cesse d'être linéaire. Il devient humain. Les lieux ne sont plus des étapes. Ils sont des conséquences. Conséquences de choix anciens, de compromis permanents, de résistance silencieuse. Et désormais, une chose est claire, pour continuer ce voyage, il faudra suivre les gens qui vivent ici. Pas leurs itinéraires idéaux, mais leur réalité. C'est en marchant à leur côté que le Maroc commence enfin à parler. Marrakech ne se présente pas. Elle s'impose. Dès les premières heures du jour, avant même que la chaleur ne devienne écrasante, la ville est déjà en mouvement. Les charrettes grincent sur les pavés. Les rideaux métalliques se lèvent à moitié. Le travail commence avant que la lumière ne soit franche. Dans les souks, l'espace est compté. Chaque mètre carré est disputé, négocié, occupé depuis parfois plusieurs générations. Ici, rien n'est laissé au hasard. L'ordre apparent du chaos cache une organisation rigoureuse, presque invisible. Un homme martèle le cuivre depuis l'aube. Son atelier est plus petit qu'une chambre. La chaleur y est étouffante, le bruit constant. Ses gestes sont rapides, précis, économes. Il n'a pas appris ce métier par passion, mais par nécessité. Son père faisait la même chose, son grand-père aussi. À Marrakech, le travail n'est pas une identité choisie, c'est un héritage. Chaque objet vendu raconte une histoire qui ne figure sur aucune étiquette des heures de labeur, des mains brûlées, des marges infimes et une pression constante. Produire plus, vendre moins cher. Satisfaire un regard de passage. Le tourisme fait vivre la ville, mais il la contraint aussi. Les visiteurs s'arrêtent, prennent une photo marchande. Ils repartent. L'artisan lui reste. Il doit adapter son rythme à une demande instable. Aujourd'hui, les lanternes. Demain, les tapis. Après-demain, autre chose. La tradition devient flexible, parfois fragile. Dans une ruelle adjacente, une femme trie des épices à la main. Cumin, safran, gingembre. Les couleurs sont intenses, mais le travail est répétitif. Elle connaît chaque odeur les yeux fermés. Ce commerce nourrit sa famille, mais il ne laisse pas de place à l'erreur. Une mauvaise saison peut suffire à tout déséquilibrer. À quelques pas de là, la place Djemma El Fna s'éveille lentement. Avant le spectacle, avant le bruit, avant la foule, elle appartient à ceux qui y travaillent vraiment. Les porteurs installent leurs stands. Les vendeurs de jus pressent les premières oranges. Les conteurs répètent en silence. Quand la place se remplit, Marrakech devient théâtre. Mais derrière la mise en scène, il y a une réalité plus dure. La concurrence est féroce, la fatigue est constante. Et la survie dépend de l'attention d'un public qui ne s'arrête jamais longtemps. Pourtant, personne ne se plaint. La plainte est un luxe. Dans cette ville, on apprend très tôt à tenir, à s'adapter, à continuer malgré la chaleur, malgré la pression, malgré l'incertitude. Marrakech est souvent décrite comme vibrante, colorée, envoûtante. C'est vrai. Mais cette vibration est alimentée par des vies qui avancent sans pause. Des corps qui travaillent. Des familles qui s'accrochent. Des traditions qui résistent à l'usure du temps et du marché. Ici, survivre n'est pas spectaculaire. C'est quotidien. Et dans ce tumulte permanent, une vérité s'impose. Marrakech ne vit pas pour être admirée. Elle vit parce que ses habitants n'ont pas le choix. Ici, survivre est un art quotidien. Le Sahara ne se dévoile pas avec fracas. Il arrive sans prévenir. Une route qui se vide, un horizon qui s'élargit, puis soudainement plus rien à quoi se raccrocher. À Merzouga, le désert commence là où l'illusion de contrôle s'arrête. Les dunes de l'Erg Tchebi se dressent lentement, massives, silencieuses. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles existent, et c'est suffisant. Ici, la beauté n'est pas une promesse de confort. Elle est une épreuve. Dès l'aube, la chaleur annonce la règle du jeu. Chaque mouvement doit être mesuré, chaque ressource économisée. L'eau n'est pas seulement précieuse, elle est stratégique. Les habitants de cette région ont appris à lire le désert comme d'autres lisent un calendrier. Le vent annonce les tempêtes, la couleur du ciel prévient du danger. Le sable garde la mémoire des passages, mais les efface rapidement. Un guide prépare sa caravane. Il ajuste les charges, vérifie les sangles, parle peu. Ses gestes sont précis, presque rituels. Il ne conduit pas pour divertir, il conduit pour ramener tout le monde vivant. Le chameau avance lentement balancé, indifférent au temps humain. Ici, on ne dirige pas vraiment l'animal, on s'y adapte. Dans le désert, la patience est une condition de survie.
La marche est longue. Le silence devient envahissant. Il ne repose pas, il confronte. Privé de repères visuels, l'esprit se tourne vers l'intérieur. La fatigue remonte vite. La soif aussi. Chaque pas rappelle la fragilité du corps. Pour ceux qui vivent ici, cette fragilité n'est pas exceptionnelle. Elle est intégrée. Les familles nomades ne parlent pas de conquérir le désert. Elles parlent de le supporter, de s'y déplacer sans l'irriter, de prélever sans épuiser. La nuit tombe brutalement. Le froid surprend. Le feu devient le centre de tout. Autour des flammes, les histoires émergent. Des récits de sécheresse prolongée, de troupeaux perdus, de jeunes partis vers les villes, laissant derrière eux un mode de vie de plus en plus difficile à maintenir. Le désert isole, mais il révèle aussi, sous un ciel saturé d'étoiles, la notion de réussite change. Ici, réussir signifie tenir une saison de plus, trouver de l'eau, revenir. Le tourisme a apporté des revenus, des emplois, une visibilité nouvelle. Mais il a aussi transformé l'équilibre fragile. Quand les visiteurs disparaissent, l'économie s'effondre. Quand ils affluent, les ressources s'épuisent plus vite. À l'aube, les dunes changent de couleur. Le sable devient or, puis cuivre, puis presque blanc. Un spectacle silencieux, indifférent à ceux qui le regardent. C'est là que le désert révèle sa vérité. Il n'est ni cruel, ni généreux. Il est indifférent. Et ceux qui y vivent ont appris à composer avec cette indifférence, sans la défier, sans la romantiser. Dans le Sahara, la survie n'est pas héroïque, elle est humble. Et cette humilité forge des êtres capables d'endurer ce que peu accepteraient. Le désert ne pardonne pas, mais il respecte ceux qui savent rester à leur place. À Fès, le savoir ne flotte pas dans l'air. Il pèse dans les murs épais de la Médina, dans les ruelles étroites où la lumière peine à entrer, dans les corps qui travaillent, jour après jour, sans raccourci possible. Fès ne se traverse pas, elle se supporte. Avec plus de 9000 ruelles, la Médina est un labyrinthe sans indulgence. Ici, il n'y a pas de panneaux. On suit les odeurs, le cuir, la chaux, la sueur. Dans les tanneries, le sol est glissant, saturé de pigments naturels. Des hommes y travaillent, pieds nus immergés jusqu'aux genoux, dans des cuves ouvertes. Leurs gestes sont précis, presque chorégraphiés. Ils plongent, retournent, pressant. Encore et encore. Ce travail est ancien. Il n'a presque pas changé depuis des siècles. Les couleurs sont éclatantes vues d'en haut. Mais en bas, elles brûlent la peau. L'odeur est âcre, persistante. Elle s'accroche aux vêtements, aux cheveux, à la mémoire. Ici, le corps est l'outil principal. Il encaisse avant de comprendre. Il apprend avant de réfléchir. Beaucoup commencent jeunes, très jeunes, parce qu'il n'y a pas toujours d'alternative. À Fès, la transmission n'est pas une idée abstraite. Elle est physique. Elle se fait par imitation, par répétition, par douleur parfois. Un maître montre un geste. L'apprenti le reproduit. Mal, puis mieux, puis sans réfléchir. Le savoir passe par les mains avant de passer par la tête. À quelques ruelles de là, l'université Al-Qarawiyyin s'élève dans un silence presque irréel. Fondée au 9e siècle, elle est l'une des plus anciennes institutions d'enseignement au monde. Ici, on a étudié le droit, l'astronomie, la philosophie, bien avant que l'Europe ne structure ses propres universités. Mais cette grandeur intellectuelle ne fait pas oublier la dureté du quotidien. À Fès, le savoir est double. Il est noble et il est pénible. Il est clair et il use. Les artisans parlent peu de passion. Ils parlent de continuité, de responsabilité, de ce qui doit être fait pour que la famille tienne. Le tourisme valorise ces métiers, mais il les simplifie. Il transforme des vies complexes en images consommables. Un sac en cuir devient un souvenir. Un tapis, une décoration. Rarement un témoignage de fatigue. Pourtant, derrière chaque objet, il y a des heures invisibles, des corps fatigués, des poumons éprouvés, des mains abîmées. À Fès, on ne romantise pas le passé, on le porte. Et ce poids se transmet génération après génération, avec fierté parfois, avec résignation souvent. Mais malgré la dureté, quelque chose tient encore, dans les gestes sûrs, dans la précision, dans le refus de bâcler, parce qu'abandonner un savoir ici, ce n'est pas seulement changer de métier, c'est rompre une chaîne. À Fès, survivre signifie continuer à faire même quand le corps réclame l'arrêt. Et dans cette obstination silencieuse, la ville révèle sa vérité, le savoir n'est jamais gratuit. Il se paie en effort, en endurance, en temps. Le savoir s'apprend avec le corps.
Dans le Haut-Atlas, la montagne ne sert pas de décor. Elle commande. À Imlil, les villages ne dominent pas le paysage, ils s'y accrochent. Les maisons de pierre et de terre semblent avoir poussé directement de la roche comme si la montagne les avait tolérés sans jamais vraiment les accueillir. Ici, l'altitude ne laisse aucune place à l'illusion. L'air est plus fin. Les hivers sont longs. Les routes se ferment. La vie ralentit, non par choix, mais par nécessité. Chaque matin commence par une évaluation silencieuse du froid, de l'eau, du bétail, du ciel. Les habitants amazighes de ces vallées ont appris à lire leur environnement avec une précision extrême. La montagne ne se conquiert pas, elle s'écoute. Les sentiers sont étroits, taillés à la main, usés par des générations de pas. Les mulets avancent avec une assurance tranquille, portant bois, provisions parfois des rêves plus lourds que leur charge. Dans ces villages, tout est fonctionnel. Les murs sont épais pour conserver la chaleur. Les toits plats servent à sécher les herbes, les noix, le maïs. Les terrasses agricoles construites pierre par pierre retiennent une terre rare et précieuse. L'agriculture ici n'est pas une activité économique, c'est une condition de survie. Quand la récolte est mauvaise, il n'y a pas de plan B immédiat. On ajuste, on partage, on tient. Les enfants marchent longtemps pour aller à l'école. Les anciens racontent peu. Leur savoir s'exprime dans les gestes, pas dans les discours. Le tourisme de montagne a apporté un revenu complémentaire, des guides, des porteurs, des maisons d'hôtes modestes. Mais il a aussi introduit une tension nouvelle entre rester et partir, entre préserver et adapter. Un guide prépare son sac avant une ascension. Il connaît chaque virage du sentier, chaque changement de météo. Sa sécurité dépend de cette connaissance intime. Celle des visiteurs aussi. Il ne parle pas d'aventure. Il parle de responsabilité, car ici, une erreur coûte cher. Le secours est loin. Le froid ne négocie pas. La montagne enseigne la patience, l'endurance, la solidarité. Quand une maison est construite, le village aide. Quand une famille traverse une période difficile, personne ne l'ignore. La vie dans le Haut-Atlas est exigeante, mais elle est cohérente. Chaque effort a un sens. Chaque ressource est respectée. Chaque excès est puni par l'environnement lui-même. La nuit, le silence est profond. Les étoiles semblent proches, presque trop. Le feu crépite doucement. On parle peu. Dans cette austérité, il y a une forme de clarté rare, une compréhension directe de ce qui compte vraiment. Ici, on ne possède pas la montagne, on y appartient. Et cette appartenance n'est ni romantique ni facile. Elle est faite de compromis constants, d'acceptation, de renoncement. Mais elle offre aussi quelque chose que peu d'endroits savent encore donner une vie alignée avec ses contraintes. La montagne ne ment jamais. À Haït Ben Haddou, le passé semble figé. Les murs de terre ocre s'empilent sous le soleil comme un décor soigneusement conservé. Tout paraît immobile, intemporel. Mais cette immobilité est trompeuse. Haït Ben Haddou est l'un des lieux les plus filmés du Maroc. Un symbole, une image immédiatement reconnaissable. Pour le monde, c'est un village ancien, parfaitement préservé. Pour ceux qui y vivent encore, c'est un espace de compromis. Autrefois, cette Ksar était une étape essentielle des routes caravanières transsahariennes. Le sel, l'or, les épices y transitaient. Aujourd'hui, ce sont les visiteurs et les équipes de tournage qui passent. Beaucoup. Rapidement, les caméras arrivent, les figurants sont recrutés. Les murs deviennent des royaumes antiques, des cités bibliques, des empires disparus. Puis tout s'arrête. Et le silence revient. Seules quelques familles vivent encore à l'intérieur de la Ksar. Elles entretiennent les murs, réparent la terre après les pluies rares mais violentes. Un travail lent, invisible, indispensable. La terre crue ne pardonne pas l'abandon. Sans entretien constant, elle s'effondre. L'image s'écaille, la mémoire aussi. Un habitant monte lentement la pente principale. Il connaît chaque pierre instable, chaque fissure, chaque saison. Il a vu le village se vider, les jeunes partir vers Ouarzazate, vers Marrakech, parfois plus loin encore. Rester ici n'est pas un acte romantique, c'est un choix coûteux. À Ouarzazate, à quelques kilomètres, les studios de cinéma s'étendent sur des hectares de désert, des palais en carton-pâte, des temples factices, des villes entières construites pour disparaître. Le contraste est saisissant, ici, le faux est durable. Là-bas, le vrai est fragile. Beaucoup trouvent du travail grâce au cinéma, techniciens, figurants, artisans. Mais ce travail est intermittent, dépendant de productions lointaines, de décisions prises ailleurs. Quand les films s'en vont, il ne reste que le désert.
À Aït Ben Haddou, l'histoire est devenue un produit, mais pas une sécurité. Le village est classé, protégé, photographié. Et pourtant, ceux qui y vivent doivent constamment justifier leur présence, négocier avec les autorités, avec les exigences de conservation, avec les attentes touristiques. Ils vivent dans un lieu que le monde veut figer, alors que leur vie, elle doit continuer. Quand le soleil décline, les murs prennent une teinte presque irréelle. Or, rouge, ombre. À cet instant, le village semble parfait, silencieux, intact. Mais derrière cette beauté se cache une vérité plus dure. Un lieu peut être admiré par tous et soutenu par presque personne. Aït Ben Haddou n'est pas seulement un décor historique, c'est un rappel brutal, celui de ce qui arrive quand la mémoire devient spectacle et que la survie dépend du regard des autres. Tout le monde regarde, peu reste. À Essaouira, le vent ne cesse jamais vraiment. Il façonne les rues, les visages, les habitudes. Il entre par les portes, siffle entre les murs blanchis, rappelle constamment que la mer est proche et qu'elle décide. Ici, la vie suit le rythme de l'Atlantique, pas celui des horloges. À l'aube, le port s'éveille dans un ballet précis. Les barques bleues reviennent lourdes ou décevantes. Les filets sont tirés, réparés, repliés. Les poissons, encore brillants, sont alignés sur la pierre froide. Les pêcheurs travaillent vite. Le vent n'attend pas, la marée non plus. Leurs mains sont calleuses, fendillées par le sel. Leurs visages racontent des années d'exposition au soleil, au danger, à l'incertitude. Chaque sortie en mer est un pari silencieux. La pêche nourrit Essaouira, mais elle ne garantit rien. Un jour généreux peut être suivi de semaines difficiles. Les stocks fluctuent, les tempêtes se multiplient, le carburant coûte cher. Beaucoup complètent leurs revenus autrement. Un peu de musique, un peu d'artisanat, un peu de tout. Essaouira est connu pour son atmosphère artistique. Ses galeries, ses musiciens gnawa, ses peintres installés face à l'océan. Mais derrière cette image apaisée se cache une réalité plus fragile. L'art ici n'est pas toujours un choix esthétique. C'est parfois une nécessité économique. Les musiciens jouent pour vivre, pas seulement pour transmettre. Les artistes vendent quand ils peuvent. Quand le tourisme ralentit, la ville retient son souffle. La Médina, plus aérée que celle de Fès ou de Marrakech, semble offrir une respiration. Les ruelles s'ouvrent sur le ciel. La lumière circule. Mais cette douceur masque une précarité constante. Les loyers augmentent. Les emplois saisonniers dominent. La stabilité reste rare. Le vent omniprésent efface les illusions. Il rappelle que rien ne s'installe durablement ici sans effort. Pourtant, Essaouira ne se plaint pas. Elle compose. Les rythmes gnawa résonnent sur les places. Lents, profonds, hypnotiques. Il parle d'exil, de mémoire de transe, d'un passé douloureux transformé en force collective. La musique devient un ancrage, un moyen de tenir, de rappeler que l'identité ne dépend pas uniquement de la sécurité matérielle. À la tombée du jour, le soleil s'écrase contre l'océan dans une explosion d'orange et de cuivre. Les silhouettes se découpent sur les remparts. Les mouettes crient. Le vent redouble. C'est à ce moment précis qu'Essaouira révèle sa vérité. Une ville qui n'impose rien, qui n'accélère pas, qui accepte sa vulnérabilité comme une condition de son équilibre. Ici, la mer donne, la mer reprend, et ceux qui restent ont appris à ne jamais trop compter sur elle. La mer nourrit, la mer prend. Agadir est une ville reconstruite sur une absence. Ici, presque rien de ce qui est ancien n'a survécu. La terre a tout repris en quelques secondes. En 1960, un tremblement de terre a détruit la ville. Des milliers de vies se sont arrêtées brutalement. Les murs sont tombés. Les repères ont disparu. Ce qui reste aujourd'hui n'est pas une continuation du passé. C'est une décision. Agadir a choisi de ne pas se rebâtir à l'identique. Elle a opté pour l'espace, la lumière, l'ouverture. Des avenues larges, des bâtiments modernes. Une ville pensée pour respirer. Mais sous cette clarté se cache une question silencieuse que devient une mémoire quand elle n'a plus de mur pour s'y accrocher. Pour beaucoup, Agadir est une destination balnéaire. Du soleil, des plages longues et ouvertes, une promesse de détente. Pour ceux qui y vivent, la ville est surtout un apprentissage constant de la résilience. Le passé n'est pas visible, il est raconté par des parents, par des grands-parents, par des silences aussi. Sur la colline, les ruines de l'ancienne Casbah dominent la ville nouvelle. Elles ont survécu partiellement. Une inscription demeure « Dieu, la patrie, le roi ». Elle observe une ville qui a grandi sans elle. En contrebas, la vie s'est réinventée.
Agadir est devenu un pôle économique, un centre touristique, un espace de liberté relative. Les jeunes y trouvent un autre rapport au temps, moins de contraintes visibles, plus de possibilités, mais aussi une forme de déracinement. À Tagazout, plus au nord, les vagues attirent des surfeurs du monde entier. Des planches sur le sable, des cafés improvisés, une atmosphère légère. Pour certains habitants, le surf est devenu un métier. Moniteur, loueur, guide. Mais cette économie est fragile, dépendante des saisons des modes des crises lointaines. La mer ici aussi impose ses règles. Elle offre une sensation de liberté, mais elle ne garantit rien. Beaucoup de jeunes oscillent entre deux mondes. La tradition familiale et une culture globale rapide mobile. Ils parlent plusieurs langues, naviguent entre prières et réseaux sociaux, entre respect et désir d'émancipation. Agadir n'est pas une ville sans racines. Elle est une ville qui a appris à pousser après la rupture. Cette rupture a laissé une trace invisible, un rapport particulier à l'impermanence, à l'idée que tout peut disparaître. Ici, on ne s'attache pas trop aux murs. On s'attache aux opportunités, aux liens humains, au mouvement. Quand le soleil descend sur l'océan, la ville s'illumine doucement. La plage se vide, le vent se calme. Agadir ne se souvient pas bruyamment. Elle avance. Et dans cette avancée, elle pose une question essentielle. Comment construire un avenir quand le passé a été balayé? Reconstruire, ce n'est pas oublier. Casablanca ne cherche pas à séduire. Elle avance. Ici, le Maroc regarde vers l'avant parfois sans se retourner. Les klaxons remplacent le silence. Le verre et l'acier montent là où d'anciennes maisons ont disparu. Le rythme est rapide, assumé, presque impatient. Casablanca est la plus grande ville du pays. Son moteur économique, son laboratoire social, des millions de vies s'y croisent chaque jour sans se connaître. Des ouvriers, des cadres, des entrepreneurs, des étudiants, tous pressés, tous porteurs d'un espoir différent. Au cœur de cette agitation, la mosquée Hassan II s'élève monumentale. Partiellement construite au-dessus de l'océan, elle impose le silence par sa seule présence. Son minaret perce le ciel. Son marbre reflète la lumière. Ici, la foi n'est pas retirée du paysage moderne, elle y est intégrée frontalement. À l'intérieur, des milliers de fidèles se rassemblent. À l'extérieur, la ville continue de courir. Deux temporalités, un même espace. Casablanca vit dans cette tension permanente entre spiritualité et productivité, entre enracinement et ambition. Dans les cafés, les discussions oscillent entre projets professionnels, politiques, avenir incertain. Les jeunes parlent de start-up, d'exil, de réussite, mais aussi de responsabilité, de famille, de limites. La modernité ici n'efface pas la tradition. Elle la bouscule. À quelques heures de route, Rabat offre un contraste saisissant. La capitale ne se presse pas. Elle observe. Les avenues sont larges, aérées. Les bâtiments officiels se fondent dans les jardins. Le pouvoir se veut discret, presque silencieux. Rabat n'impose pas sa grandeur, elle la suggère. Sur la colline, la tour Hassan se dresse inachevée. Un projet interrompu, une ambition suspendue dans la pierre. Autour des colonnes alignées comme des fantômes rappellent ce qui aurait pu être. Mais l'incomplétude n'affaiblit pas le lieu, elle le rend humble. Rabat est une ville qui accepte la retenue, qui comprend que tout n'a pas besoin d'être terminé pour avoir du sens. Dans la Casbah des Oudaya, les ruelles blanches et bleues s'ouvrent sur l'Atlantique. Des enfants jouent, des chats dorment. Le temps ralentit. Ici, la vie quotidienne cohabite avec l'histoire sans la mettre en vitrine. On n'explique pas, on vit. Rabat incarne un autre visage du Maroc, celui de l'équilibre recherché, entre autorité et écoute, entre passé et présent. Casablanca accélère, Rabat stabilise. Ensemble, elles dessinent une réalité complexe, un pays qui ne choisit pas entre foi et modernité, qui tente de tenir les deux sans se rompre. Dans ce face-à-face discret, une vérité apparaît, le Maroc ne cherche pas une identité unique. Il accepte ses contradictions. Et ce sont les gens, une fois encore, qui portent cet équilibre fragile. Dans leurs choix quotidiens, dans leurs concessions, dans leur capacité à avancer sans renier ce qui les précède. Choisir les deux. À mi-chemin du voyage, une évidence s'impose. Ce que nous avons vu n'est pas une série de contrastes isolés, c'est un système sous tension. Le Maroc tient,
mais il tient serré. Partout, la même question revient parfois sans mots. Combien de temps encore, dans les villages de montagne, les jeunes partent? Ils aiment leur terre, mais l'amour ne nourrit pas toujours. L'école ouvre des horizons que la montagne ne peut pas offrir. Rester devient un acte de loyauté, partir un acte de survie. Dans le désert, les anciens parlent de saisons qui ne reviennent plus, des puits plus profonds, des troupeaux plus petits. Le changement climatique n'est pas un concept ici, c'est une fatigue accumulée. Sur la côte, les pêcheurs rentrent parfois avec des filets presque vides. La mer change, les courants aussi. Ce qui était fiable devient incertain. Dans les villes, la pression monte différemment. Le coût de la vie augmente. Les loyers grimpent. Les attentes aussi. La modernité promet beaucoup, mais elle exige encore plus. À force d'adaptation, une ligne invisible apparaît, celle où la résilience commence à ressembler à de l'usure. Le danger pour le Maroc n'est pas spectaculaire. Il n'explose pas. Il s'infiltre. Il s'infiltre quand un métier disparaît sans successeur. Quand un village se vide lentement. Quand une tradition devient un produit. Quand une identité doit se justifier pour survivre. Le pays avance, oui, mais parfois au prix d'un effacement discret. Ce moment du voyage n'est pas confortable. Il oblige à regarder ce qui pourrait se perdre, non pas des monuments, mais des équilibres humains. Car ce que le Maroc risque de perdre n'est pas son attractivité, c'est sa continuité. La continuité entre générations, entre gestes anciens et réalités nouvelles, entre fierté et nécessité. À ce point précis, le récit change de ton. Il devient plus lent, plus lourd. Parce que derrière chaque sourire croisé, il y a une décision à prendre. Rester, s'adapter, renoncer, inventer autre chose. Le Maroc n'est pas en crise ouverte. Il est dans un moment charnière, un moment où chaque choix compte plus qu'avant, où l'équilibre peut se renforcer ou se rompre. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car c'est souvent lorsque la pression est maximale que les sociétés révèlent leur force la plus profonde. Pas dans le spectaculaire, mais dans la capacité à se réinventer sans se nier. Ce voyage n'a pas encore atteint son point culminant. Mais quelque chose est clair, désormais, le Maroc n'est pas simplement beau, il est fragile. Et c'est précisément cette fragilité qui rend ce qui vient ensuite décisif. Mais ce n'est pas encore la fin. Il existe au Maroc des lieux où tout ce que nous avons traversé converge. Des espaces où la beauté, la fragilité, l'histoire et l'humain cessent d'être séparés. Ce sont rarement les endroits les plus photographiés. Ce sont ceux où la vie continue malgré tout. Dans une vallée reculée, une femme pétrit le pain à l'aube. Le geste est lent précis, il n'a rien d'exceptionnel. Et pourtant, il contient tout: la continuité, la mémoire, la nécessité. Le Maroc n'a jamais été un pays de rupture brutale. Il évolue par couches successives. Chaque génération ajoute quelque chose, enlève autre chose, ajuste. Ce que nous appelons tradition n'est pas figé. C'est une négociation permanente entre ce qui doit rester et ce qui doit changer pour survivre. Dans les montagnes des villages installent désormais des panneaux solaires. Non par idéologie écologique, mais par pragmatisme. Parce que l'électricité permet aux enfants d'étudier le soir. Parce qu'elle ouvre une fenêtre sur le monde sans exiger un départ immédiat. Dans les villes, de jeunes entrepreneurs réinventent des métiers anciens. Ils utilisent les réseaux sociaux pour vendre un savoir-faire hérité. Ils parlent d'innovation, mais pensent de continuité. Sur les côtes, certains pêcheurs s'organisent en coopératives. Ils limitent volontairement leur prise. Ils protègent ce qui nourrit encore. Ces gestes sont modestes. Ils ne font pas la une, mais ils dessinent l'avenir. Le Maroc ne cherche pas à devenir autre chose que lui-même. Il cherche à tenir. Tenir face aux pressions économiques. Tenir face aux attentes du monde extérieur. Tenir face à l'érosion lente de ce qui faisait sa force invisible. Car ce pays n'a jamais été bâti sur l'abondance. Il a été bâti sur l'adaptation. Dans le désert, on apprend à renoncer à l'inutile. Dans la montagne, à respecter le rythme du vivant. Dans la médina, à transmettre sans garantie de retour. Ce sont ces apprentissages silencieux qui forment l'ossature du Maroc. À ce stade du voyage, une chose devient évidente. La beauté de ce pays n'est pas un don gratuit. Elle est le résultat d'un effort collectif prolongé dans le temps. Chaque paysage que le monde admire est soutenu par des vies contraintes. Chaque moment de calme repose sur une vigilance constante. Et pourtant, malgré la fatigue, malgré les incertitudes, le Maroc ne se replie pas. Il accueille, il partage, il continue d'ouvrir ses portes.
non pas par naïveté, mais parce que l'hospitalité fait partie de sa stratégie de survie. Accueillir, c'est créer du lien. Créer du lien, c'est exister au-delà de soi. Dans les regards croisés, au fil de ce voyage, il n'y avait ni plainte excessive, ni résignation totale. Il y avait une lucidité calme, une compréhension profonde de ce que coûte la permanence. Le Maroc n'est pas un pays